Nathalie Sergueïev a passé les années 30 sur les routes. Elle a parcouru 1400 km à pied de Paris à Varsovie et a traversé 5 capitales européennes à vélo. Elle écrivait des articles pour des journaux français et rêvait de devenir artiste. À Paris, elle menait exactement la vie qu'elle avait choisie pour elle-même. Puis, l'Allemagne a envahi la Pologne et sa vie a pris un tout autre chemin. Elle a été entraînée au cœur de la plus grande supercherie de la Seconde Guerre mondiale, l'opération Fortitude. Le plan des Alliés pour convaincre le haut commandement allemand que le débarquement du jour J aurait lieu au pas de Calais, plutôt qu'en Normandie, reposait sur un petit réseau d'agents doubles qui transmettait à Berlin un mensonge soigneusement élaboré. Lily, comme tout le monde l'appelait, était des leurs. Les Allemands lui faisaient totalement confiance. Pour les Britanniques, elle devint l'agent Treasure. Elle avait une seule demande à ses contacts britanniques. Elle voulait que Babs, son chien, arrive sain et sauf en Angleterre. La suite a failli compromettre tout l'effort de guerre des Alliés. Depuis lors, son héritage a été éclipsé et sa contribution à la guerre largement oubliée. Voici l'histoire de Lily Sergueïev, l'espionne oubliée du débarquement. Les parents de Nathalie, Sergueï et Marie venaient en tous deux de milieux bourgeois aisés, possédant un appartement à Saint-Pétersbourg et un domaine familial à 1000 km au sud, près de la ville de Koursk. Nathalie, ou Lily comme on l'appelait toujours, est née le 25 janvier 1912. Les parents de Lily avaient espéré et attendu un garçon, mais malgré ses cheveux blonds et ses yeux bleus, Lily n'a jamais été particulièrement féminine. La sœur de Lily, Mary, que l'on appelait toujours Moose, est née 2 ans plus tard, en 1914, et les deux filles n'auraient pas pu être plus différentes. Moose était facile à vivre et docile, en contraste frappant avec sa sœur aînée indépendante, espiègle et têtue. La famille Sergueïev est sortie de la Première Guerre mondiale relativement indemne, Sergueï ayant réussi à éviter la conscription, et Lily et Moose étant trop jeunes pour permettre à Marie de faire du bénévolat en dehors de la maison. La fortune de la famille a décliné en 1916 lorsque leur appartement de Saint-Pétersbourg a été cambriolé par des voleurs introduits par la femme de chambre. La perte des objets de valeur de la famille n'était cependant qu'un avant-goût des bouleversements auxquels les Sergueïev allaient être confrontés avec le déclenchement de la révolution russe en 1917. Le soulèvement bolchevique de février 1917 a poussé la famille de Lily à fuir l'agitation de Saint-Pétersbourg en se réfugiant dans le calme de leur domaine à la campagne. Mais Sergueï et Marie auraient de mieux fait de quitter la Russie, car, membres de la bourgeoisie, ils étaient des cibles pour les bolcheviks. Les parents de Lily sont repartis à Saint-Pétersbourg, laissant elle et Moose avec leur grand-mère appelée tante Tatia. Le coup d'État du 7 novembre, appelé la Révolution d'octobre, a vu Sergueï arrêté par la police secrète russe. Sergueï et Marie ont heureusement réussi à négocier sa libération et ont rapidement retrouvé leur fille à Koursk. En voyageant vers la Turquie, le long de la côte de la mer Noire, la famille a finalement réussi à quitter la Russie et est arrivée à Marseille, en France, en août 1920. La famille s'est rapidement installée à Paris, l'épicentre culturel de la France et une ville où ils avaient des relations et des proches. La famille a découvert une vie sans rapport avec la terreur de la révolution bolchevique. L'éducation des 2 jeunes filles était primordiale, et en 1924, Lily et Moose étaient inscrites dans un pensionnat religieux prestigieux à Paris. Là-bas, Lily a montré un talent évident pour l'art, ce qui l'a amené plus tard à s'inscrire dans une école d'art privée. L'adolescence de Lily a été marquée par le favoritisme évident de sa mère envers Moose, la plus jolie des 2 sœurs. Les finances de la famille ont également commencé à diminuer, obligeant Sergueï à acheter et vendre des véhicules de luxe d'occasion et Marie à se lancer dans la vente de vêtements pour femmes. L'argent gagné ne suffisait pas pour que Lily poursuive sa formation dans son école d'art privée. En 1932, elle dut quitter l'école et passa ses journées à étudier seule au Louvre, sauf lorsqu'elle faisait des tâches ménagères chez elle. Une année passée à la maison à remplir ses devoirs domestiques a laissé Lily ennuyée et insatisfaite. En 1933, inspirée par le mouvement de jeunesse allemand Van der Vogel, Lily Sergueïev, alors âgée de 21 ans, décida de se lancer dans une incroyable randonnée de 1400 km pour visiter les galeries d'art dont elle avait tant entendu parler à Berlin et à Varsovie.
Munie de son matériel de peinture, d'un sac à dos et de solides chaussures cloutées, Lily prit la route. Elle recevait une petite allocation de ses parents qu'elle récupérait dans différents bureaux de poste sur la route, mais ses moyens modestes l'obligeaient à apprendre à marchander et à négocier. Après avoir terminé sa pénible randonnée jusqu'à Berlin, Lily fut charmée par la gentillesse et la discipline du peuple allemand. Elle fut cependant tout aussi alarmée par l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et par la militarisation évidente du pays, ainsi que sa préparation à la guerre. Pendant son séjour à Berlin, Lily fit la connaissance d'un homme du nom de Félix Dussel. Letton de naissance, il avait des liens avec la Russie mais travaillait comme journaliste pour l'un des grands journaux allemands de l'époque. Lily ignorait alors totalement sa vie secrète d'agent recruteur pour les services de renseignement allemands, l'Abwehr. Lily s'est alors tournée vers le journalisme, qui payait les factures plus facilement que son travail artistique. Elle écrivait pour un quotidien allemand, et ses articles sont vite passés de l'art et de la culture à la politique et aux questions de société, alors qu'elle naviguait dans les eaux troubles de la politique allemande des années 1930. En septembre 1933, Lily a obtenu une accréditation de presse pour assister au procès des 5 hommes accusés d'avoir incendié le Reichstag. Elle a plutôt réussi à avoir sa première altercation avec des membres de la Gestapo. En tentant d'entrer dans la salle d'audience, elle a été arrêtée puis conduite à la tristement célèbre prison Alexanderplatz pour interrogatoire. Lors de son interrogatoire, Lily est restée indifférente au danger. Ses réponses étaient sarcastiques et humoristiques. Ses interrogateurs furent déconcertés par cette attitude et furent finalement contraints de la relâcher après qu'elle eut présenté un article de son ami Félix Dussel comme preuve de ses références. Cela ne se produisit toutefois qu'après qu'elle eut été détenue pendant 2 nuits et eut eu l'occasion de faire l'expérience de la vie en tant que prisonnière des nazis. Après sa libération, Lily décida qu'il était temps de quitter l'Allemagne et de poursuivre son voyage vers Varsovie. En passant la frontière polonaise, elle découvrit une communauté juive florissante, ce qui tranchait radicalement avec l'invisibilité quasi totale des Juifs dans l'Allemagne nazie. Lily poursuit sa route, parcourant à pied des centaines de kilomètres jusqu'à Varsovie. Elle passa ensuite de la marche au vélo, se rendant en Lettonie, puis traversant la Baltique jusqu'en Suède, poursuivant son voyage à travers le Danemark, l'Allemagne, la Hollande et la Belgique, pour finalement revenir en France en 1934. À son retour à Paris, elle exposa son art dans une galerie privée. Il ne fallut pas longtemps avant que Lily ne planifie sa prochaine expédition à vélo, cette fois-ci avec son amie et collègue artiste, Geneviève Dondresse. Elles réussirent à obtenir un contrat de sponsoring auprès d'un magasin de sport, recevant 2 vélos Lucifer pour hommes en échange de la promotion de la marque pendant leur voyage. Par audace, la femme portait des jupes-culottes pour mieux enfourcher les vélos pour hommes, choisis pour leur solidité et légèreté. Partant le 9 juin 1934, leur objectif était d'explorer les capitales européennes. Leur première destination était Berlin, où ils arrivèrent pendant la nuit des longs couteaux. Non découragés par la tension politique, ils passèrent un mois à explorer la ville avant de se diriger vers le sud. En traversant la Tchécoslovaquie et Prague, la nouvelle de leur voyage se répandit avant leur arrivée. Lorsque Lily et Geneviève arrivèrent à Vienne, elles reçurent un accueil chaleureux de la part de nombreuses personnes venues les accueillir. L'étape suivante de leur voyage les conduisit en Yougoslavie, où elles virent pour la première fois les hautes clôtures d'un camp de concentration nazi. Le duo de cyclistes se rendit ensuite à Belgrade. Là, Lily espérait rencontrer le roi Alexandre Ier de Yougoslavie, ayant un lien familial avec lui par l'intermédiaire de son grand-père. Cependant, ses espoirs furent anéantis lorsque le roi Alexandre fut assassiné lors d'une visite d'État en France le 9 octobre 1934. Même sans obtenir d'interview avec le roi, elle a ensuite interviewé Hermann Göring, l'une des figures les plus influentes du parti nazi. En tant que journaliste, Lily commençait à se faire un nom, voyageant à travers l'Europe, interviewant des personnalités influentes et écrivant des articles pour des journaux tels que Le Jour et Le Petit Journal. Pourtant, tout n'allait pas bien pour Lily. En 1936, elle commença à souffrir de douleurs aiguës, dont elle n'apprit que bien plus tard qu'elles étaient dues à des calculs rénaux et au début d'une insuffisance rénale. Elle connut le pire de sa maladie alors non diagnostiquée à l'été 1937, mais ce fut un mal qui la tourmenterait pour le reste de sa vie. À la fin de 1936, Lily fut approchée par son vieil ami et collègue journaliste Félix Dussel. Il proposa à Lily 2000 francs
par mois toutes dépenses payées, pour se rendre en Tchécoslovaquie afin d'observer la situation et de sonder l'opinion locale. À son retour, Lily devait fournir ces informations à Félix pour un article qu'il prévoyait d'écrire. Elle accepta cette offre sans se rendre compte à l'époque qu'elle était en train d'être préparée à espionner pour les nazis. Au cours du premier semestre de 1937, Félix révéla enfin à Lily qu'il recrutait des agents pour le compte de l'Abwehr et l'invita officiellement à travailler pour eux. Elle refusa l'invitation, expliquant qu'elle prévoyait que travailler pour les nazis serait au détriment de sa chère France. À la place, et inspirée par la pionnière de l'aviation française Marissa Hills, elle décida de se lancer dans une nouvelle aventure à travers plusieurs pays, cette fois en faisant du vélo de Paris à Saïgon. Lily réussit de nouveau à obtenir un sponsor pour son voyage, cette fois de la part du fabricant de vélos Caminard. La société française, célèbre pour ses vélos en alliage de duralumine ultra léger, offrit à Lily un modèle haute performance. Lily était devenue une figure familière dans les médias français et partit donc pour son voyage le 23 septembre 1938 en grande pompe et avec une garde d'honneur. Son voyage fut, comme avant, marqué par des aventures éprouvantes, un terrain dangereux et une météo traîtresse. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres vers l'est à travers l'Europe, Lily se retrouva finalement dans un petit village monténégrin. En se rendant au poste de police local, la police lui fournit très gentiment de la nourriture, des vêtements propres et un endroit où dormir. Repartant le lendemain, cette fois sur des routes goudronnées et escarpées, Lily eut un accident désastreux alors qu'elle descendait à environ 50 km à l'heure. Un groupe d'ânes et de poneys, chargés de bois, était conduit en sens inverse sur la pente raide. Elle est entrée en collision frontale avec un âne alors qu'elle allait à une vitesse folle. Lily a perdu connaissance lors de sa chute et sa bicyclette a été gravement endommagée. L'impact fut si violent que l'âne mourut. Les hommes, croyant Lily morte avec leur âne, prirent donc la fuite. Lorsqu'elle a repris connaissance, Lily a miraculeusement réussi à parcourir encore 240 km jusqu'à Salonique sur sa bicyclette endommagée. Là-bas, elle s'est remise de ses blessures et a pu réparer sa bicyclette après que des pièces de rechange ont été envoyées par Caminard. Lily était suffisamment rétablie pour reprendre son voyage le 11 janvier 1939. Elle se rendait en Turquie, un pays qu'on lui avait déconseillé de traverser. Malgré une rencontre avec un douanier déterminé à confisquer son vélo, elle finit par arriver à Ankara où elle fut accueillie par une foule locale chaleureuse. Quitter la Turquie fut une toute autre histoire, les autorités lui interdisant de partir à vélo en raison de la situation politique tendue qui se développait alors dans le pays. Mais Lily était résolue. Elle a choisi un itinéraire détourné, traversant des zones désertes à vélo pour éviter la police. Pour semer les autorités, elle a acheté un billet de train et a quitté Ankara en secret avec l'aide de ses amis. Munie d'une petite carte et de son sens de l'orientation, elle s'est lancée dans un nouveau voyage difficile à travers la steppe et les déserts, avec la police à ses trousses. Dormir à la belle étoile, se perdre complètement, être poursuivi par des chiens et devoir traverser un canal d'irrigation à fort courant en tenant son vélo au-dessus de sa tête n'étaient que quelques-uns des obstacles qu'elle a rencontrés. La poursuite s'est terminée lorsque les autorités ont finalement réussi à la rattraper au pied des monts Taurus. Elle a été escortée jusqu'à la ville d'Eregli, puis à Konya. Après avoir insisté pour qu'on lui remette plusieurs lettres et colis qu'il attendait au bureau de poste local, elle a accepté de prendre le train jusqu'à la gare la plus proche de la frontière avec la Syrie. Le plan de Lily à partir de là était de traverser la Syrie à vélo et de suivre l'Euphrate jusqu'en Irak. À la fin du mois de juin, elle atteignit la ville côtière méditerranéenne de Latakie. Elle continua jusqu'à Tripoli, où elle se fit photographier, joyeuse et détendue, avant de se rendre à Alep, en Syrie. Son projet de poursuivre son voyage vers Bagdad fut brusquement interrompu lorsque, le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours après, la France et la Grande-Bretagne déclarèrent la guerre à l'Allemagne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. L'administration française en Syrie interdit à Lily de poursuivre son voyage. Bien que son périple vers Saïgon ait été interrompu, elle avait déjà parcouru près de 6000 km depuis son départ de Paris. De retour à Beyrouth, où elle était déjà passée auparavant, Lily se retrouva bloquée. Elle s'est rapidement intégrée à la communauté francophone et, inspirée par le service de sa tante pendant la Première Guerre mondiale, elle a choisi de servir comme infirmière.
Elle a rapidement suivi un court stage avec la Croix-Rouge locale et a commencé à travailler comme infirmière dès mars 1940, choisissant le devoir et le service au milieu du bouleversement mondial de la guerre. C'est à cette époque que Lily a connu son premier amour avec un jeune Français nommé Jean. Le couple s'est rapidement fiancé, mais Jean a été mobilisé pour rejoindre l'armée française. Bien qu'elle soit profondément amoureuse, Lily s'est sentie découragée par le comportement de Jean après son retour du service et a finalement rompu leurs fiançailles. Les animaux de compagnie avaient une place spéciale dans le cœur de Lily, surtout les chiens. Cependant, ce n'est que lors de son séjour à Beyrouth qu'elle a pu adopter un chien qu'elle a appelé Babs. C'était un chien vif, un mélange de caniche et de terrier, qui est devenu son confident et son compagnon constant. C'est le dévouement de Lily envers Babs qui l'a finalement amené à proférer une menace irrationnelle plus tard dans sa carrière d'espionne, une menace qui allait ternir durablement son héritage. La réaction de Lily en apprenant la reddition de la France aux nazis fut une profonde incrédulité. Un esprit de rébellion profondément ancré et un amour de la liberté, imprimé depuis l'enfance, ont alimenté sa réaction. L'idée d'un Paris occupé par les nazis, de voir les uniformes gris de l'armée allemande envahir les rues animées de la ville, était inimaginable et intolérable. Motivée par l'idée que ceux qui étaient prêts à se battre étaient bon forcés de se rendre par le gouvernement collaborationniste de Vichy, Lily s'est interrogée sur la manière dont elle pouvait contribuer à la résistance. Sa détermination l'a menée à une solution surprenante, mais en même temps quelque peu familière. Elle allait devenir espionne. Elle voulait être formée par les Allemands comme espionne et envoyée en Angleterre pour le renseignement militaire britannique. Malgré les dangers, elle releva le défi, prête à risquer sa vie pour aider à la libération de la France de ses oppresseurs. Lily quitta Beyrouth en novembre 1940 avec le projet d'infiltrer les rangs nazis en tant qu'espionne grâce à son lien avec Félix Dussel. De retour à Paris, elle a sondé Félix, lui proposant ses services pour l'Abwehr. Elle attendit patiemment, travaillant comme infirmière de bloc opératoire et observant de près l'environnement en temps de guerre. Félix a mordu à l'hameçon et Lily s'est vite retrouvée à accepter de travailler comme informatrice en Syrie, rapportant les mouvements de troupes entre la Palestine et la Turquie. Elle s'est rendue à Berlin et, pendant son séjour, on lui a enseigné l'art de la communication secrète, y compris l'utilisation de l'encre invisible. À son retour à Paris, elle a rencontré son nouvel agent traitant, un homme mystérieux connu seulement sous le nom de von Winter. Ces agents traitants étaient cependant assez indécis quant à son affectation. De plus en plus frustrée, Lily fut poussée à prendre le contrôle de son propre destin. Pour être une agente double efficace, elle devait travailler pour les Britanniques. Lily élabora donc ingénieusement un plan pour se rendre à Londres. Elle proposa de se rendre d'abord à Lisbonne, sous prétexte de rendre visite à des proches, puis de rejoindre l'Angleterre, sous couvert de s'engager dans la cause alliée. Von Winter et ses supérieurs furent convaincus. Lily serait envoyée en Angleterre. Pendant son séjour à Paris, Lily devait à la fois tromper les nazis et éviter d'être vue comme collaboratrice. Son seul véritable compagnon pendant cette période difficile était son chien Babs. Puis, de façon inattendue, en octobre 1941, von Winter fut remplacé par le major Emil Kleiman, avec qui Lily dut reprendre sa formation et ses négociations. L'approche laxiste de Kleiman et ses retards fréquents aux réunions se révélèrent frustrants pour Lily, qui était impatiente de commencer. En novembre 1942, les troupes allemandes occupèrent Vichy, en France. Le contrôle renforcé des frontières en France compliqua davantage les déplacements vers l'Angleterre. Tout au long du printemps 1943, Lily suivit un entraînement rigoureux. Elle apprit le code Morse, la radio, la géographie stratégique de la Grande-Bretagne et d'autres compétences de terrain. La légende de Lily était celle d'une réfugiée ayant fui l'Espagne pour gagner sa liberté et servir les Alliés dans la lutte pour libérer la France. Comme il est ironique que ce soit en fait sa véritable mission. Peu de temps avant son départ, Lily rendit visite à une amie qui, grâce à son réseau, lui fournit une carte à présenter à une connaissance travaillant à l'ambassade des États-Unis à Madrid, au cas où le besoin se ferait sentir. Pour maintenir sa couverture, Kleiman prévoyait de simuler une descente de la Gestapo dans l'appartement de Lily dès son arrivée sans encombre en Angleterre. Ses parents devaient aussi être interrogés. Même si Kleiman disait à Lily que tout cela servait à maintenir les apparences, Lily savait que ses parents seraient en réalité retenus en otage jusqu'à son retour en Allemagne.
À l'approche du jour de son départ, Lily choisit le nom de code Solange, tandis que Kliman devint Octave. À l'insu de Lily et de son agent de liaison allemand, les Anglais décryptaient déjà tous les messages de l'Abwehr et avaient été prévenus à l'avance de l'arrivée de Lily. Le 23 juin 1943, Lily entama la première étape de son voyage vers l'Espagne avec 2 grandes valises et Babs à ses côtés. Une fois à Madrid, Lily signala son arrivée à un agent local de l'Abwehr. Contrairement aux instructions de Kliman d'attendre d'être au Portugal pour demander son visa britannique, elle alla tout de suite au consulat britannique pour commencer sa demande. Elle finit par passer plusieurs mois à Madrid en attendant que les formalités de ses documents de voyage et d'autres dispositions pour sa mission clandestine soient donc finalisées. Lily, désormais préparée à une phase différente et plus dangereuse de sa mission secrète, décida qu'elle devait prendre contact avec les autorités britanniques. Elle le fit en présentant la carte qu'on lui avait donnée à l'homme travaillant à l'ambassade des États-Unis. Après avoir remis la carte avec nervosité, elle ne dit rien et partit rapidement. Après quelques jours, elle trouva le courage de retourner à l'ambassade des États-Unis. Cette fois, elle parla à l'homme et lui révéla qu'elle avait été envoyée par l'Abwehr et devait contacter les Britanniques. L'homme lui dit qu'il avait retiré son homologue britannique et qu'elle recevrait bientôt un appel. Elle reçut cet appel le lendemain matin, un vendredi, et fut invitée au consulat britannique. Là, elle fut présentée à Kenneth Benton, un officier du contre-espionnage britannique. De seulement quelques années l'aîné de Lily, il ne lui dit pas que le MI5 attendait son arrivée depuis longtemps. Lors de leurs premiers entretiens, Lily impressionna Benton par son authenticité et sa franchise. Si les Allemands accordèrent vraiment à Lily toute leur confiance, elle vaudrait son pesant d'or pour les Britanniques. Après vérification de son histoire, Lily accepta rapidement de collaborer avec les Britanniques. Lily recevait maintenant des ordres des Britanniques et des Allemands, et était impatiente de commencer comme agent double. Contrairement à beaucoup d'autres espions et agents doubles, Lily ne se préoccupait pas de la rémunération qu'elle recevrait de ses nouveaux donneurs d'ordre. Elle était habituée à vivre de façon frugale, et se contentait d'avoir juste assez pour s'en sortir. Ce qui était d'une importance capitale pour Lily, c'était de ne pas être séparée de sa chère Babs. La relation avec sa compagne canine était la seule vraiment honnête qu'elle avait à ce moment-là, et elle comptait sur Babs pour supporter le fardeau psychologique de devoir changer constamment de rôle et d'identité. Le problème auquel elle était confrontée était que les Britanniques, dans le but d'éradiquer la rage, imposaient une période de quarantaine de 6 mois pour tous les animaux entrant dans le pays. Lily ne supportait pas l'idée d'être séparée de sa Babs si longtemps. Sa seule demande à Benton était qu'une exemption de quarantaine soit accordée pour Babs. Benton, bien qu'il ne fasse aucune promesse ferme, lui assura qu'il ferait tout son possible. Kliman est allé en Espagne voir Lily pour un dernier briefing dans une planque secrète. Malgré la tension nerveuse, elle réussit à garder son sang-froid, mémorisant les détails importants de la planque où elle avait été emmenée, ce qui lui permit plus tard d'indiquer son emplacement aux Britanniques. Après avoir reçu les dernières instructions et la formation finale, il était temps pour Lily de se rendre à Londres. Le voyage de Lily fut aussi anticlimatique et mal géré par les autorités britanniques qu'on pouvait l'imaginer. Malgré les nombreuses assurances, aucune disposition n'avait été prise pour Babs, et Lily fut contrainte de le laisser derrière elle en quarantaine temporaire à Gibraltar. Elle réussit à convaincre un pilote américain d'emmener Babs par avion en Angleterre pour elle à une date ultérieure, mais comme nous le verrons malheureusement, cela n'arriva jamais. De plus, l'organisation de ses papiers de voyage fut bâclée, et Lily ne reçut les documents nécessaires du consulat britannique en Espagne qu'après de nombreuses protestations. Elle réussit néanmoins à poursuivre sa route via Gibraltar. Lily fut vite troublée par ses interactions avec ses nouveaux supérieurs britanniques du renseignement. Le premier officier du MI5 qu'elle rencontra à Gibraltar lui fournit un faux passeport au nom de Dorothy Tremaine. Les agents britanniques de l'autre côté s'attendaient à ce que Lily voyage sous son vrai nom, et ils soumirent donc Lily à un interrogatoire intense après son arrivée à l'aéroport de Bristol le 6 novembre 1943. Une fois la confusion sur la véritable identité de Lily finalement résolue, elle fut escortée de l'aéroport à Londres par une policière plutôt revêche, puis hébergée dans un centre d'accueil londonien.
À son insu, Lily avait été placée à Nightingale Lane, un établissement destiné à retenir les femmes arrivant en Grande-Bretagne jusqu'à ce qu'elles aient été soumises à un contrôle approfondi. Pendant 5 jours et demi, Lily fut interrogée par son officier traitant, Mary Shearer, et le capitaine R. H. Osborne. Lily raconta l'histoire de sa vie, détaillant son parcours depuis son départ pour Varsovie en 1933. En fournissant des portraits méticuleux de divers agents de l'Abwehr, elle prouva rapidement qu'elle était une source précieuse de renseignements. Lily reçut une nouvelle troublante. Shearer informa Lily que sa chère Babs ne pourrait finalement pas être amenée en Angleterre. Lily considéra cela comme une trahison, et ce fut un présage des futurs conflits entre Lily et ses responsables britanniques. Lily avait du mal à s'identifier aux Britanniques, les trouvant généralement peu amicaux, et leur attitude envers la guerre très différente de celle de ses compatriotes dans la France occupée. Elle mit malgré tout ses différends personnels de côté pour sa mission. Lily a été relogée dans un appartement à Kensington. Elle eut à peine le temps de s'installer avant d'être présentée au colonel Thomas Robertson du MI5 qui lui révéla le rôle important qu'elle allait jouer dans la guerre. Les Alliés savaient tôt depuis longtemps qu'ils devaient ouvrir un front occidental pour vaincre les Allemands. La mission de Lily faisait partie de l'opération Fortitude qui visait à tromper les nazis en leur faisant croire que l'invasion alliée aurait lieu dans le Pas-de-Calais alors que le véritable débarquement se déroulerait en Normandie. Lily avait pour mission, avec plusieurs autres espions alliés recrutés avant elle, de transmettre de fausses informations à Kliman. Lily et d'autres espions étaient les principaux protagonistes du système double cross du MI5, qui constituait l'un des volets de la grande opération de tromperie et était supervisé par ce qu'on appelait le Comité des 20. Les Alliés se sont investis totalement dans l'opération Fortitude, créant une armée fictive avec de faux généraux, des avions factices et de fausses barges de débarquement. Cette grande tromperie, si elle réussissait, garantirait qu'une partie importante des forces allemandes serait occupée ailleurs pendant la véritable invasion qui commencerait en Normandie. Le nom de code de Lily, choisi par Shearer, devait être Treasure. Lily fut mise au travail immédiatement, envoyant des messages codés par la poste sur les instructions de Mary Shearer à Kliman via l'Espagne et la Suède. Un travail de bureau n'était pas exactement ce que Lily avait imaginé pour elle-même lorsqu'elle s'est engagée, mais elle s'est investie pleinement dans son travail. Shearer a créé un itinéraire fictif en Grande-Bretagne et un planning de rendez-vous pour Lily. Lily obtenait ainsi le contexte essentiel pour transmettre aux agents de liaison les effectifs, mouvements et plans des troupes. Dans ce contexte, Lily a repris contact avec sa nourrice d'enfance, Mary Coate, et lui a rendu visite à Bristol. En décembre 1943, Lily est tombée malade lors d'un de ses voyages pour rendre visite à Mary Coate et à son mari Teddy. Au début, elle présentait des symptômes grippaux, mais son état s'est rapidement aggravé au point que ses fièvres provoquaient de la désorientation et des hallucinations. Malgré la dégradation de sa santé, elle a continué son travail essentiel, codant des messages pour Shearer, qui se rendait à Bristol à cette fin. Ses symptômes ne diminuant pas, Lily s'est rendue à l'hôpital où ses reins ont finalement été radiographiés. Il a été déterminé qu'elle souffrait d'urémie à la suite d'une insuffisance rénale. Ses médecins ont insisté pour qu'on lui enlève un rein et que l'autre soit également opéré. Lily a refusé, préférant garder ses 2 reins défaillants plutôt que de vivre avec un seul. Le pronostic était sombre. Lily n'avait plus que 6 mois à vivre. Pour aggraver les choses, Lily a aussi appris que les pilotes américains n'avaient pas pu amener Babs au Royaume-Uni. Cela a conduit à une confrontation sérieuse avec Shearer peu de temps avant son hospitalisation. Après que les demandes de Lily pour que les Britanniques tiennent leur promesse de la réunir avec Babs aient été refusées, Lily a décidé de renoncer à l'accord qu'elle avait conclu pour travailler pour les services de renseignement britanniques, même si Shearer l'a averti que ce refus signifierait qu'elle serait considérée comme une ennemie. Cela a marqué un point bas dans la relation entre Lily et ses officiers traitants. Miraculeusement, au début du mois de janvier 1944, Lily a commencé à montrer des signes de rétablissement, ses reins semblant reprendre leurs fonctions. Confrontée à son sombre pronostic, elle savait qu'il lui restait peu de temps à vivre, et malgré la dispute au sujet de Babs, elle a décidé de continuer son travail de codage de messages pour les Britanniques. C'est alors que Lily a reçu une terrible nouvelle dans une lettre de sa sœur. Une partie de la lettre disait « Ma pauvre chérie, je déteste la douleur que cela va te causer, mais il vaut mieux que tu le saches. Tu ne reverras plus ton Babs, il a été renversé. »
La nouvelle de la mort de son chien adoré a évidemment dévasté Lily. Cependant, elle ne laisserait pas la situation la détourner de la plus grande mission de sa vie. Avec le jour J qui approchait à grands pas, le rôle de Lily devenait de plus en plus urgent. Ces fausses informations devaient atteindre l'Abwehr plus vite que par courrier. Lily prévoyait donc de se rendre à Lisbonne pour récupérer un émetteur radio fourni par Kliman. Lily est arrivée à Lisbonne sous couvert de son rôle au sein de l'agence cinématographique du ministère britannique de l'Information. Lily passait ses journées à travailler à l'ambassade britannique pendant qu'elle attendait l'arrivée de Kliman. Il est arrivé 3 semaines plus tard, avec un émetteur radio dans une valise. Kliman lui a appris à l'utiliser et à fabriquer une clé morse de fortune que Lily a rapidement maîtrisée. Ils ont convenu des horaires, fréquences et indicatifs de transmission radio. De retour dans sa chambre d'hôtel, Lily luttait contre son sentiment d'impuissance et d'isolement. Elle était venue en Grande-Bretagne de son plein gré, pleine d'admiration et de confiance, prête à s'engager aux côtés des Anglais au moment où ils en avaient besoin. Sa seule demande était de garder sa chienne bien-aimée, Babs. Pourtant, il l'avait indéçue, et Babs avait trouvé une fin tragique sous les roues d'une voiture. De plus, les Britanniques exploitaient Lily financièrement, lui versant une somme dérisoire au départ, puis en déduisant le loyer et d'autres dépenses. Lily décida, pour le meilleur ou pour le pire, de retenir une petite partie d'une information clé aux Britanniques. Elle avait convenu d'un code secret avec Kliman qui, s'il était communiqué, lui indiquerait qu'elle avait été compromise et qu'elle transmettait sous la contrainte. Si elle donnait le signal, les Allemands sauraient tant qu'elle avait été compromise, et tout son travail serait réduit à néant, mettant possiblement en danger l'ensemble de l'opération Fortitude. Peut-être que Lily voyait là un moyen de retrouver un peu de pouvoir et de contrôle. Bien qu'elle ait rêvé de cette idée, Lily a noté dans son journal qu'elle n'avait jamais voulu utiliser son pouvoir secret. Au fil du temps, alors que l'année 1944 avançait et que le jour J approchait, Lily s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus vivre avec son petit secret. Elle a tout avoué, confessant à Shearer qu'elle avait retenu des informations qui auraient pu faire échouer toute l'opération du jour J. Shearer et le comité 20 ont pris cette révélation avec calme, continuant à faire confiance à Lily pour transmettre les informations jusqu'au débarquement du jour J, le 6 juin 1944. Mais dès le lendemain, Lily fut immédiatement renvoyée et on lui donna 2 semaines pour quitter son logement et retourner à Paris. Pendant plusieurs mois après, même après la libération de Paris, le MI5 a continué à transmettre des messages à Kliman, comme s'ils venaient de Lily elle-même. Ironiquement, à ce stade, Kliman avait été arrêté et envoyé en Angleterre pour y être interrogé, où il croyait toujours que sa plus grande réussite était d'avoir encore une espionne nazie de premier plan opérant en Grande-Bretagne. Avec Lily en disgrâce et étant partie sous un nuage de soupçons, elle n'a pas reçu la compensation ni les médailles attribuées aux autres espions du débarquement. Au lieu de partir la queue entre les jambes, Lily a continué à se rendre utile. Elle s'est formée comme officier de liaison et, à la fin juillet 1944, elle était de retour en France. Là, Lily a travaillé pour l'administration des Nations Unies pour les secours et la reconstruction, aidant réfugiés et prisonniers de guerre libérés. Le lendemain de la libération de la France, le 25 août 1944, Lily est arrivée à Paris où elle a enfin retrouvé ses parents. Leur joie fut de courte durée lorsqu'un ami bien intentionné révéla à Lily qu'il lui restait peut-être 3 à 4 ans à vivre. Malgré sa santé déclinante, due à une insuffisance rénale, Lily resta active et fut envoyée à Verdun pour aider à gérer un camp de personnes déplacées. De retour chez elle, Lily fut convoquée par les services de renseignement français pour un entretien. On lui demanda de signer une déclaration promettant de ne plus jamais travailler pour les nazis. Bien qu'elle ait signé le document, Lily en garda un goût amer. Devenue lieutenant, elle rencontra en Allemagne son officier commandant, le major américain John Barton Collins, dont elle tomba amoureuse. Le couple s'est marié à l'église orthodoxe russe de Paris le 13 août 1945. Lily et Bart ont déménagé au Michigan, aux États-Unis, où ils voulaient construire leur maison de rêve. Cela a été rendu difficile par le fait que leurs finances étaient épuisées par les traitements médicaux continus et les multiples opérations de Lily. Lily a finalement été hospitalisée alors que ses reins cessèrent de fonctionner. Sa mère, Marisha, est venue à son chevet en mai 1950. Entourée de sa mère et de son mari,
Lily est décédée paisiblement le 17 mai à seulement 38 ans. L'histoire de Lily n'est peut-être pas aussi glamour que celle des autres espions du jour J, mais il ne fait aucun doute qu'elle a apporté une contribution précieuse à l'effort de guerre allié et à la libération de sa patrie, la France. Même si elle a pris quelques décisions impulsives en chemin, Lily laissait facilement paraître ses sentiments et a vécu de façon altruiste. Son héritage mérite bien plus que le mépris qu'on lui accorde habituellement. L'histoire de Lily a été en grande partie oubliée, mais tout comme son nom de code, c'est un trésor qui n'attend qu'à être redécouvert.